Une quatrième nuit de face-à-face, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, entre les manifestants et les forces de l'ordre de Californie. Donald Trump a donc encore durci sa réponse et elle est ultra sécuritaire. Le président américain a décidé de doubler les effectifs de la garde nationale, déjà déployés, 2000 hommes. Décision rarissime. Le président américain a également annoncé l'arrivée de 700 militaires issus du corps d'élite des Marines, totalement disproportionné, s'insurge depuis le gouverneur de l'État qui a saisi la justice. La séquence est en train de se transformer en bras de fer politique entre la Maison-Blanche et l'État-Oni de Californie, car démocrate, les noms d'oiseaux fusent et l'on sent bien qu'à tout moment, la situation pourrait encore dégénérer. On va aller plus loin et décortiquer tout cela avec vous, Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle. Et ça nous intéresse évidemment quand on parle de Trump. Vous êtes auteur de Les mots de Trump chez Dalloz. Quand on voit ce qui se passe depuis 4 jours en Californie et notamment à Los Angeles, qu'est-ce que vous vous dites, vous, que finalement c'est une séquence qui était attendue? C'est la suite logique après ce début de mandat C'est tout à fait la suite logique. Alors il faut voir qu'on est dans un pays, donc une fédération. Et là, on a deux pouvoirs. On a le pouvoir de l'État d'un côté et le pouvoir de l'État fédéral. Et Trump l'a dit depuis très très longtemps, c'est l'idée que le pouvoir présidentiel doit s'imposer, notamment par rapport à la question de l'immigration. Et il va très loin, puisqu'il fait ce qui n'a jamais été fait, c'est d'en appeler aux troupes au final. Donc on n'a pas vu ça depuis les années 60, depuis le mouvement des droits civiques, mais c'est-à-dire l'envoi de troupes contre la volonté du gouverneur. Donc le gouverneur aux États-Unis, c'est un peu comme un président de l'État. Chacun gère son État, voilà, sa région. Et la garde nationale est gérée par le gouverneur. Donc quand il y a une fédéralisation des réservistes, de la garde nationale, c'est généralement avec l'accord du gouverneur. C'est-à-dire quand le pouvoir fédéral décide de prendre le pouvoir en fait sur les gardes nationaux. Chaque État a des gardes nationaux. C'est ce qui explique que parfois, d'ailleurs, les États ne vont pas plus loin parce qu'ils estiment que ce n'est pas la peine. En l'occurrence, on va parler évidemment de David Newsom dans un instant, le gouverneur de la Californie, parce que je le disais, c'est en train de se transformer en bras de fer politique. Mais quand on voit tous ces véhicules, là, ces cars, ces forces de l'ordre, armées, casquées, qu'est-ce que vous vous dites, vous? Alors évidemment, c'est une décision politique, mais on a le sentiment qu'il fait dans la surenchère Donald Trump. Oui, il fait dans la surenchère. Parce que la nuit dernière, la tension, elle était là, mais elle est un peu redescendue. Et puis même les violences n'ont pas du tout été au niveau de ce qu'on peut voir dans les émeutes de 92, par exemple, ou dans ce qu'on a même pu voir au moment de George Floyd en 2021. Donc voilà, on est vraiment en deçà. C'est très limité au niveau de Los Angeles. C'est vraiment sur une toute petite partie de la ville. Et voilà, donc ce qu'on voit en fait, c'est une démonstration de force. Et c'est une manière effectivement de dire je suis l'ordre. Donald Trump dit aux Américains, je suis la loi et l'ordre, et les démocrates sont le chaos et la violence. Et c'est pour ça aussi que les démocrates et la police de Los Angeles est allée quand même assez fort aussi pour calmer et pour arrêter un petit peu les manifestations et faire que ça se disperse. Alors, le risque de voir ces hommes, donc il y a la garde nationale, il va y avoir des Marines pour, quand même précisons-le, surveiller des bâtiments fédéraux. Il s'agit de ça finalement, c'est pour monter la garde autour de bâtiments fédéraux. Oui, ça va poser aussi un autre problème constitutionnel parce qu'il y a une loi, la loi Posey-Cotumatus, qui interdit normalement l'utilisation par le président de l'armée contre les Américains. Alors, en réalité, donc il n'a pas invoqué la loi sur l'insurrection qui permettrait d'utiliser l'armée comme ça a été fait dans les années 60. Cela veut dire que de toute façon, les Marines qui vont arriver là, qui sont arrivés déjà à Los Angeles, vont rester en retrait. Ils seront là pour de la logistique et pour éventuellement sécuriser des bâtiments. Il n'y aura pas de possibilité pour les Marines de faire la police en fait, c'est-à-dire soit d'arrêter les gens, soit de les fouiller. Voilà, ils ne pourront pas interagir avec les manifestants.
Alors, on va peut-être écouter quelques réactions de Californiens, parce que, évidemment, hein, cette situation, elle est quand même assez surprenante. Hein. Il y a des manifestants, mais il y a tous les habitants de la région qui s'étonnent de voir la garde nationale et les Marines débarquer dans les rues. Il y en a d'autres qui disent bah non, nous, ça nous rassure, parce qu'on s'inquiète que tout cela ne dégénère. Écoutez ces quelques réactions, et puis on en parle juste après. Je pense qu'il y a une ligne très fine entre l'agitation et le fait de sombrer dans le chaos, ce qui pourrait mener à une situation beaucoup plus violente. C'est ce qui m'inquiète. Je pense qu'il est très dangereux que Trump se serve de la garde nationale comme excuse pour militariser les forces de police. Il y a un risque là qu'il mette de l'huile sur le feu, Trump, et que la situation dégénère à cause du déploiement de ces forces de l'ordre? Le problème, ça pourrait être... Déjà, on ne sait pas quelles sont les règles d'engagement. Est-ce qu'elles ont vraiment été données des militaires? Quand est-ce qu'ils doivent réagir? Comment ils doivent réagir? Et puis, ils n'ont pas d'entraînement sur le terrain des villes américaines. Donc, ils ont été entraînés à ce genre de choses quand ils ont fait de la sécurité urbaine, notamment en Irak, par exemple, ou dans certains pays en guerre. Mais enfin, voilà, c'est pas leur chose. C'est pas... Normalement, ils n'ont pas affaire aux citoyens. Donc, il peut y avoir des soucis de ce côté-là. Et puis aussi, ça excite aussi certains manifestants qui pensent que là, on va trop loin, qu'il faut absolument réagir, que voilà... Il y a un risque d'ajouter de la violence à la violence, finalement. Exactement, d'ajouter de l'excitation, de la violence, et qu'il y ait une mobilisation plus forte, y compris ailleurs qu'à Los Angeles. Donald Trump, puisque vous vous intéressez aux mots, et en particulier aux mots du président américain, il qualifie ces manifestants d'insurgés. Oui, il est qualifié d'insurgé. À tort ou à raison? Alors, non, il n'y a aucun élément, en tout cas, qui semble montrer qu'il y a une insurrection. Il est revenu, d'ailleurs, dernièrement, un petit peu sur ce qu'il disait, mais il va très loin. Il parle même un petit peu en l'air, mais il dit, pourquoi pas arrêter le gouverneur. Et en fait, il considère que tout ce qui s'oppose à l'arrestation d'immigrés, toutes les personnes qui s'opposent à l'arrestation d'immigrés ou qui manifestent contre l'État. Et donc, il voit ça comme une insurrection. Parce que tout est parti de là, il faut le rappeler. Effectivement, vous avez raison, tout est parti de ces arrestations musclées qui ont lieu depuis le début de ce mandat. C'est largement médiatisé et filmé, mais on a peut-être assisté à la séquence de trop vendredi dernier, quand des hommes ont été arrêtés manu militari. Il y a eu des conférences de presse derrière avec des proches qui ont témoigné, et là, ça a mis le feu aux poudres, mais ça couvait en même temps. Oui, alors Stephen Miller, le conseiller qui est spécialiste sur l'immigration de Donald Trump, avait demandé à ICE, donc aux agents de l'immigration, de faire plus de chiffres. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et ils sont allés dans des magasins, Home Depot, qui est un magasin. Ce sont les images de vendredi, ça. Voilà. Et ils arrêtent les gens, parfois parce qu'ils n'ont simplement pas de pièce d'identité, et puis ils se retrouvent dans des situations où ils sont dans des prisons, en fait, avec des conditions, selon les enquêtes de différents médias, notamment NPR qui a travaillé là-dessus, où on a un bâtiment où ils sont prévus pour une centaine, et ils sont plusieurs centaines en réalité. Donc des conditions déjà d'incarcération qui sont plus que limitées. Et puis, ils arrivent en treillis, un peu comme s'ils étaient eux-mêmes l'armée, ou alors ils sont parfois tout en noir. Ils vont arrêter les gens, ils font vraiment des descentes, en fait, dans des restaurants, dans des magasins. Dans la rue aussi, on a vu des images virales sur les réseaux sociaux. Oui. Une femme qui est encerclée par des hommes et qui ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Elle est emmenée, et puis parfois on n'a même pas de nouvelles derrière. C'est ça. Donc c'est des méthodes qu'on n'a jamais vues aux États-Unis, et des méthodes qui font penser à d'autres pays, des pays éventuellement dictatoriaux, quoi. Alors, là on va aller plus loin, mais c'est vrai que David Gusum... Et on voit des images qui interpellent derrière, avec cet homme qui tente d'arrêter la voiture et qui se fait carrément rouler dessus. Donc c'est extrêmement violent. On parle de totalitarisme. Donald Trump qui fait sauter tous les garde-fous finalement aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Alors, il joue toujours là-dessus, il joue toujours sur le fil rouge. Il n'a jamais vraiment totalement franchi ce fil rouge, parce que ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des recours. Il faut bien faire la différence entre ce qui se passe politiquement. Il va très vite, il fait des décrets, et puis ce qui se passe juridiquement, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des recours, il va y avoir des réactions des tribunaux, il va y avoir des décisions des cours, et là, il sera peut-être remis en cause. Mais effectivement, dans sa manière de repousser les limites et d'aller au-delà
au-delà de ce qui a jamais été fait. Ça, c'est quelque chose qu'il continue de faire depuis janvier 2025. C'est la surenchère, en tout cas, dans les mots qui sont employés, même s'il fait marche arrière après, et ça a ses effets sur le terrain. On va revoir peut-être cette séquence que vous avez sûrement vue sur les réseaux sociaux ces dernières heures. C'est cette journaliste australienne qui est en plein direct, en train de couvrir les manifestations. Il y a les forces de l'ordre sur le côté. On va regarder donc voilà, cette séquence. Elle est en train de faire un live en direct. Et là, elle se fait viser, parce qu'on le voit assez distinctement, visée par un homme qui est sur notre gauche, donc sur sa droite à elle. Il lui tire dessus. Voilà, ça, ce genre de scène, c'est complètement surréaliste. Oui, surtout qu'il est difficile d'imaginer qu'on voit pas. On est à Los Angeles, là, il faut le dire. C'est une journaliste, on voit bien qu'elle est entourée, il y a la caméra qui est juste en face. Donc effectivement, ça pose énormément de questions. Vous allez avoir des débordements, et c'est ça le risque en fait. Ce sont ce genre de débordements qui peuvent exciter des gens. Enfin, on se souvient de débordements de la police, avec George Floyd, qui a été quand même tué par la police de manière assez évidente, ne respectant pas du tout les droits de base, et donc c'est le risque qu'il peut y avoir, et là ça pourrait enflammer une population qui est apeurée et qui est à la fois en colère. Justement, déploiement de ces forces de l'ordre rarissimes et potentiellement accidentogènes. Là, on le voit très clairement ici. Ça, c'est l'argumentaire utilisé par les services de Gavin Newsom, gouverneur donc de l'État de Californie, puisque, je le disais, ces événements ont lancé ce bras de fer politique qui n'est pas nouveau entre la Maison-Blanche et l'État uni de Californie. Le gouverneur est l'une des bêtes noires de Donald Trump. La querelle entre les deux hommes ne date pas d'hier. Elle s'explique en partie par les ambitions affichées du Californien, comme nous le rappelle tout de suite en image ici David Gilbert. Une super idée. Voilà comment Donald Trump qualifiait lundi une éventuelle arrestation du gouverneur de Californie qui s'oppose aux arrestations massives de migrants dans son État depuis la fin de la semaine dernière. Interrogé un peu plus tard sur les crimes qui pourraient être reprochés à Gavin Newsom, le président américain se montre très vague. Je pense que son premier crime est de se présenter au poste de gouverneur, parce qu'il a fait un si mauvais travail. Ce qu'il a fait à cet État, c'est ce que Biden a fait à ce pays. Le locataire de la Maison-Blanche qui rêve de mettre sous les verrous le chef de l'exécutif du plus important État fédéré, regroupant plus de 10% de la population totale des États-Unis. Un gouverneur qui réplique en qualifiant Donald Trump de dictateur et qui porte plainte contre le gouvernement fédéral pour avoir déployé la garde nationale à Los Angeles. Ce bras de fer politique est une nouvelle illustration d'une démocratie américaine en pleine zone de turbulence. C'est aussi l'occasion pour l'un et l'autre de flatter leurs bases électorales respectives. Newsom, ancien maire de San Francisco, libéral pro-avortement, opposé au port d'armes et défenseur de l'accueil des migrants, est une cible idéale pour le chef de file du mouvement MAGA. A l'inverse, le gouverneur de Californie travaille depuis plusieurs années son statut d'incontournable opposant à Donald Trump. Le Trumpisme n'a pas sa place ici. Le Trumpisme sera vaincu dans tous les États-Unis d'Amérique parce que nous valons mieux que cela. Nous valons mieux que cela en tant que nation. Les deux hommes, qui s'étrient régulièrement sur les réseaux sociaux, avaient dû se résoudre à collaborer en janvier dernier, lorsque Los Angeles était en proie à des incendies dévastateurs. Mais désormais, la crise en cours dans cette ville autour de la question migratoire permet à Newsom de faire oublier les critiques de l'aile gauche du Parti démocrate. Celle-ci lui reproche notamment sa main tendue à des figures de l'autre camp. Dans son podcast lancé en mars dernier, il s'entretient par exemple avec Steve Bannon, fer de lance de l'extrême droite trumpiste. Donald Trump, lui, profite des manifestations et des affrontements pour détourner les commentateurs de sa violente rupture avec Elon Musk. Voilà, Gavin Newsom qui estime que Donald Trump aujourd'hui a assouvi, je le cite, le fantasme fou d'un président dictatorial. Lui aussi fait de la surenchère un peu là. Oui, il fait de la surenchère. Alors, juste pour la petite histoire, parce que c'est quand même... il y a une longue histoire entre eux, puisque l'ex-femme de Gavin Newsom, Kimberly Guilfoyle, est la petite amie du fils de Donald Trump. Voilà, donc il y a des choses aussi très personnelles, voilà, qui rentrent en partie en compte, mais qui ne sont pas la question politique. Effectivement, ça va bien au-delà de ça. Ils se sont écharpés il n'y a pas longtemps sur la question des tarifs douaniers. Donald Trump a menacé aussi de ne pas financer l'État par rapport notamment à la question des universités. Et Gavin Newsom, en retour, a dit, dans ces cas-là, les impôts que nous collectons pour l'État fédéral, nous ne les donnerons pas. Donc c'est allé assez loin. Chaque occasion est bonne, finalement. Voilà. On comprend bien, mais on voit aussi que Newsom embrasse aujourd'hui
l'opportunité d'un conflit médiatique et frontal avec Trump. On voit bien qu'il y a des ambitions politiques derrière tout ça. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt des deux. Et il se place vraiment en futur candidat à la présidentielle. Et c'est pour ça qu'il a pris aussi des positions qui ne plaisent pas d'ailleurs toujours à la gauche, notamment par exemple sur la question des athlètes transgenres dans le sport. Il a dit que finalement ça ne devait pas se faire, puisque c'est une question qui est aussi très importante aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, on voit qu'effectivement on a des ambitions très, très importantes. Mais il ne faut pas, en tout cas, voir ça comme étant, disons, la seule raison, je dirais, du côté de Donald Trump. C'est vraiment l'idée aussi du pouvoir, si c'est une idée très profonde, une philosophie très profonde du pouvoir fédéral, d'une vision du pouvoir présidentiel comme étant le seul pouvoir vraiment légitime par rapport à tous les autres. Il essaye de se mettre au-dessus, mais dans les faits, on sait très bien que un gouverneur, ça pèse beaucoup dans la vie locale, dans la ville de l'État. Quand Trump dit, quand on l'interroge, renvoyer le gouverneur de Californie, ce serait super, ce serait chouette, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible, mais il se considère, Donald Trump, lui, est le seul qui a été élu par l'ensemble du peuple. C'est le seul qui sera jamais, qui est élu par l'ensemble de la nation. Donc, il considère qu'il est plus important que les juges, qu'il est plus important que les gouverneurs et que le pouvoir fédéral est plus important que le pouvoir des États. Et là, il se trompe parce que normalement, c'est l'équilibre des pouvoirs. Il va donc très, très loin et il y a toute une philosophie derrière le pouvoir exécutif unitaire, notamment. C'est cette philosophie qui consiste à dire que le président a tous les pouvoirs sur ce qui concerne le fédéral et les agences fédérales. Est-ce qu'il ne prend pas un risque là, Donald Trump? Alors on parle de la Californie, on le sait, c'est un État 100% démocrate, peut-être pas, mais convaincu. Le reste du pays regarde ce qui est en train de se passer là-bas. Il y a d'ailleurs des manifestations qui ont commencé dans d'autres villes. Alors certes de gauche, je pense à Austin au Texas, il y a Washington, il y a New York. Est-ce que ça pourrait faire tache d'huile ? Possiblement, s'il y avait notamment un accident, s'il y avait de la violence. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il le fait sur la question de l'immigration parce qu'il sait que c'est aussi une question où une bonne partie des Américains pensent qu'effectivement, il y a trop d'immigration et notamment d'immigration illégale. Alors, quand on regarde les sondages, il faut se méfier parce qu'on voit que quand même, la plupart des Américains ne sont pas pour qu'on fasse ce genre de choses, ce genre de méthodes, notamment par rapport à l'arrestation de gens qui ont un travail, qui payent leurs impôts, etc. Donc, on pensait plutôt aux clandestins qui traversaient la frontière. Ben voilà, puis il pensait aux criminels. Il fait toujours des associations avec les criminels. Mais en tout cas, il est sur un sujet qui est quand même porteur et qui il ne perdra pas beaucoup d'électeurs nécessairement de son parti, de sa base en tout cas. Le risque, c'est plutôt par rapport aux indépendants, aux gens qui pourraient effectivement trouver que ça va trop loin. Les démocrates, par exemple, est-ce que ça pourrait réveiller les démocrates? Parce qu'ils sont quand même assez endormis depuis le début du mandat. On n'arrête pas de dire, mais à quel moment l'opposition démocrate va réagir, va intervenir? Ça pourrait être après ça? Ça pourrait servir d'unité. Un petit peu comme ce qui avait été le cas avec le début d'Elon Musk. Il y avait eu des manifestations et on voyait que les gens commençaient à s'unir contre Elon Musk avec le bas les pattes, hands off, les manifestations. Là, on pourrait avoir effectivement quelque chose qui unit. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ils sont divisés parce qu'il y a tellement de sujets et il y a des stratégies différentes et il y a des évaluations différentes. Et là, on voit que les démocrates sont effectivement désunis et ne savent pas vraiment comment réagir de manière à amener les gens sur un point, se focaliser sur un point en particulier. On sera avec Washington d'ailleurs tout à l'heure, on sera avec Mathieu Mavin, notre correspondant, qui va nous parler de ces événements vus de la capitale fédérale. Quand on dit Trump, abus de pouvoir, est-ce qu'on y est selon vous ou pas ? Alors, il y a des abus de pouvoir, on le voit rien qu'en regardant les décisions des cours, on voit quand même que, y compris des cours qui lui sont favorables, comme la Cour suprême, on voit quand même beaucoup de choses ont été retoquées et il a fallu qu'il revienne sur un certain nombre de décisions, mais ce qu'il espère toujours, c'est que, tout en poussant, certaines finiront bien par passer. Voilà. Et il a aussi un discours extrêmement violent et en fait,
pour terminer sur cette idée des mots, ça fait quand même depuis son premier mandat que le discours, c'est un discours d'ennemi intérieur, y compris la presse, hein, d'ailleurs. La presse est l'ennemi du peuple. Donc il faut bien voir que ce discours, depuis des années, d'un ennemi intérieur, eh ben, ça nous amène à des choses de ce style où finalement les démocrates sont l'ennemi. Vous allez avoir de quoi écrire un nouveau livre là? Oui, je pense que d'ailleurs c'est en gestation. Parce que vous estimez qu'en termes de rhétorique, justement, il fait encore plus, encore pire que lors de son premier mandat? Oui, il va plus loin, effectivement. Il va plus loin dans... alors, on l'a vu pendant la campagne, hein, par exemple, sur les questions, sur la manière de parler des immigrés même, hein, quand on pense aux mangeurs de chats et de chiens, par exemple. Il n'a plus de limite. Et je vois aussi un tournant au moment de la première tentative d'assassinat, quand il a échappé vraiment de très peu. Pendant la campagne. Et il s'est senti vraiment, après, et notamment après les élections, tout puissant. C'est-à-dire, c'est l'idée que vraiment Dieu, peut-être, c'est ce qu'il dit en tout cas, hein, que Dieu l'a sauvé, et il pense qu'il a une sorte de toute puissance et que rien ne peut le contrer. Avant, on disait il ne fait pas ce qu'il dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse? Il fait beaucoup plus ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, et il est notamment entouré de gens qui l'encouragent à faire ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a toujours voulu faire au final. On va suivre avec beaucoup d'attention, évidemment, les développements en Californie après l'arrivée de Marines. Merci beaucoup, Jérôme Godefroy. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Restez avec nous. On reviendra évidemment sur ces manifestations et cette réponse ultra sécuritaire de Donald Trump en Californie. On en parle dans le club dans quelques instants. À tout de suite.